Ben, hey, salut tout le monde, c'est Tommy. Hein, on est à Le Tour d'Ivoire. Mon nom, c'est Tommy Godette. Je suis un animateur de formation. J'ai aussi eu des cours de relations d'aide. Carl Rogers, all the way. Puis ben là, je suis quand même assez bien entouré hein, parce que ce soir, on fait un tour d'Ivoire. On va parler un petit peu de laboratoire, de sciences appliquées, hein, ces affaires-là. C'est pas mal ça. Yann Becker qui est avec nous ce C'est soir. ça. Salut. Salut tout le monde. Ben ouais, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton background, ton CV, là, voir s'il y a quelqu'un qui cherche un scientifique, là? Ben ouais, toujours. Ben écoutez, donc moi je m'appelle Yann, comme ça s'entend, je viens de France. Donc à la base, j'avais fait un équivalent de bac là-bas, puis une maîtrise, une première maîtrise. Puis je travaillais donc d'abord avec des enfants en tant qu'éducateur scientifique. Je travaillais avec des enfants de 4 à 14 ans pour leur apprendre ce que c'est les bases de la science, pourquoi quand ils vont sur leur balançoire, ben, c'est un type de mouvement, puis comment on retrouve ça en physique, comment on retrouve ça ailleurs. Donc vraiment une approche par le jeu, un truc le fun, quoi. OK. Puis ensuite, j'ai été professionnel de recherche en lab. Puis je suis arrivé à Québec parce que là, je me suis fait embaucher à l'Université Laval pour une deuxième maîtrise et OK. qui s'est suivie par un doctorat. Donc là, actuellement, je suis en train de terminer mon doctorat. Puis je travaille en fait dans le domaine des maladies auto-immunes. Moi, ce que j'essaye de faire, pour la faire simple, dans la vie, en fait, c'est j'essaye de trouver des nouveaux marqueurs, en fait, pour améliorer le diagnostic des patients dans plusieurs maladies auto-immunes qui sont vraiment en fait difficiles, pas mal pourries en fait à diagnostiquer. Ben, mon but dans la vie en fait c'est d'améliorer un peu la leur et puis de faire en sorte qu'ils finissent pas trop scrap. Ça, Presti, hein. Fait qu'on est pas mal dans le sujet assez tête. On va quand même faire finir le tour de table avant d'aller vers l'émission que tu nous as préparée, parce qu'on a Maxime Paquette, hein, toi, t'es psychologue full-fledged, t'es septième dan, j'ai entendu dire. Ah, ben là, écoute, je ne sais pas si je me suis rendu jusque-là, mais ouais, psychologue full-fledged, je suis là aujourd'hui à titre personnel. Est-ce que je suis dans la team Rogers? Je ne sais pas. En tout cas, je suis sympathisant de cette team-là, mais je travaille avec les organisations pour que ce soit en diagnostic organisationnel, en développement de compétences, mais aussi, j'ai pris quand même un bon moment là, depuis l'année dernière à soutenir nos troupes. Avec la COVID-19 dans les organisations, ça reste quand même problématique. Donc, ça va me faire plaisir aujourd'hui là, de réagir en lien avec tout ce qu'on va parler de vulgarisation et compagnie. Puis je trouve ça intéressant, en tout cas, Yann, ce que tu nous dis par rapport là, à vouloir améliorer les perspectives de diagnostic, parce qu'on parlait déjà les dernières fois que, disons que les biais cognitifs ou les heuristiques, là, ça ne nous aide pas nécessairement. Donc, pas toujours, du moins. Donc, avec des bons marqueurs, là, ça donne de l'espoir. C'est mieux que de la pensée magique, en tout cas. Merci Effectivement. d'être là. Ben, merci à toi aussi, Maxime, d'être là. Là-dessus, on termine le tour de table avec Tommy Colin Vallée. Toi, t'es pas encore. Toi, t'es un padawan, hein. Je pense que c'est de même que vous appelez ça en psychologie. Ah, exactement, tu as tout Oui. compris. Même que t'en sais trop en ce moment, là, je te dirais, on va faire une enquête sur toi. Mais non, pour moi aussi, personnellement, j'ai fait de la relation d'aide avec l'approche de Rogers. Je ne savais pas qu'on avait ça de commun, Tommy, c'est intéressant. Donc, oui, j'ai commencé comme ça. Puis là, maintenant, ma pratique, elle a évolué un peu, là. Je touche à plus d'approches que ça, mais ça reste quand même un fondement de ma façon de faire qui est importante, là. L'écoute empathique, le non-jugement, donc de considérer l'autre en ce qu'elle est, puis de ne pas essayer de la juger ou de la changer. Mais ça, c'est important dans l'approche que j'adopte. Je pense que ça va faire beaucoup de sens aussi dans ce que j'ai compris que Yann va nous présenter aujourd'hui, hein. Donc, quand on communique avec l'autre, je pense que c'est important aussi de s'adapter à ce que l'autre est et pour changer notre discours en fonction de ça, pour que ça soit bien compris. Donc, je suis vraiment avide de savoir ce qu'il va nous apporter. Puis, c'est vraiment pertinent dans plusieurs secteurs de notre vie même, là. Pas juste en communication scientifique, mais je pense que ça va faire des liens importants aussi quand on communique sur l'actualité ou d'autres choses comme ça aussi. Effectivement. Puis souvent aussi, en sachant un petit peu les processus un peu mieux, on peut plus facilement en devenir humble. J'ai l'impression que souvent, plus qu'on connaît d'informations ou d'étapes par rapport à un processus, plus qu'on peut voir que ça devient compliqué et peut-être être capable de se détacher un petit peu plus facilement pour
Voilà, respecter les professionnels comme Yann Becker. Donc, tu nous amènes dans un laboratoire ce soir. C'est ça. Donc, je vais peut-être pas trop aller dans le détail des questions vraiment technico-techniques et puis des questions que Tu reviendras. c'est ça, avec grand plaisir, ça me fera plaisir d'en parler dans une deuxième émission. Là, je vais plus parler en fait de c'est quoi en fait de communiquer la science. Parce que finalement, on entend beaucoup parler de science, on entend parler des tests PCR, qu'on ne comprend pas trop comment ça marche, puis on entend parler des approches des docteurs choses, et puis des cliniciens, puis des gens qui font de la recherche fondamentale. Puis finalement, qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là, et puis comment ça s'articule par rapport à la société qui n'a pas nécessairement de formation en sciences. Donc déjà, je vais définir un petit peu des choses. Moi, je suis en recherche dite fondamentale. Les anglo-saxons diraient basic science, mais je n'aime pas trop le mot basic. C'est rarement Vraiment, appliqué à des affaires positives, c'est sûr. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment en fait la compréhension donc des mécanismes de comment marche le corps et c'est quoi finalement qui devient scrap quand on développe une maladie. À côté de ça, moi, je travaille souvent avec des médecins, mais il n'y a pas que des médecins. C'est ce que je vais appeler le grand monde de la clinique. Ça, eux, ils vont tout de suite avoir un but qui va être pas tout à fait le même, mais vraiment très connexe à mon monde à moi. Eux, ils vont vouloir utiliser les connaissances que mon monde va développer pour finalement en avoir une utilisation pratique qui va être de soigner la personne. Mais le but ne va pas être tout à fait pareil parce que nous, on va juste vouloir répondre à des questions. Nous, on a des questions, on veut des réponses et on a un cheminement. Alors que les médecins, ils ont plein de stimuli tout le temps et puis il va falloir donner une réponse en fonction de ces stimuli immédiatement. Donc, par exemple, est-ce que mon patient va développer un trouble quelque part dans la maladie que j'étudie, par exemple? Est-ce que les reins vont être en danger ou quoi? Donc, comment réagir vis-à-vis de ça en fonction de l'ensemble des éléments que la science fondamentale ont donnés? Donc, Est-ce qu'à ce moment-ci, c'est logique de dire qu'un médecin, un clinicien qui pratique de la science clinique, lui, il peut poser un diagnostic, mais toi, ce n'est pas quelque chose qui est à ta portée? je Sans suis vouloir dire que tu incapable. n'es pas capable d'en faire un, mais ça serait comme pas légal ou c'est pas ta job de faire ça. Les deux. En Ah, fait, voilà. je suis déjà incapable, je ne suis pas du tout formé pour poser un diagnostic. Oh, de Par l'unité! exemple, Oh, c'est ça. oh, Par exemple, moi, je travaille pour mettre des noms sur les maladies sur lesquelles je travaille, oui. je travaille sur le lupus et le syndrome des antiphospholipides, deux maladies Ça, auto-immunes. le lupus, moi, de ce que je sais, c'est l'hydroxychloroquine à fond la caisse. Genre, c'est un des remèdes qui est utilisé pour combattre le lupus ou pour régulariser la situation de quelqu'un qui a le lupus. Absolument. OK. C'est un super médicament, effectivement, qui fonctionne vraiment très bien sur les patients qui ont le lupus. Et dans les différents papiers que j'ai publiés, mettons que tout compris, 70% des patients qui ont été inclus dans mes études ont de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine. Mais oui, Voilà. c'est vraiment le Plaquenil, comme ça que ça s'appelle. C'est vraiment super pour les patients. Écoute, Yann, Alors, je voulais pas te faire débarquer de ta trail initiale tout de suite. C'est que je trouve ça fabuleux à quel point tu es comme le scienticien qui a le doigt sur exactement tous les sujets qui écoute test PCR, puis les rotations, puis tout, puis les cycles. Écoute, toi, tu vis là-dedans. c'est ça. OK, C'est ça, c'est un petit peu mon quotidien, même si des PCR et tout, j'en fais plus nécessairement beaucoup, mais j'en ai déjà eu en main et effectivement, j'ai été formé concrètement à wow. les optimiser, puis à comprendre comment ça marche. OK. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être une petite description pour les profanes de ce que c'est que les tests PCR? Ben oui, peut-être. C'est une très bonne idée. On pourrait mettre un bon lien là-dessus après, mais ça serait bon de l'entendre rapidement. Oui. Ouais, c'est sûr. Alors, un test PCR, en fait, c'est un test qui permet de détecter, et avec des petits amendements techniques dont je ne parlerai pas, hein, je n'entrerai pas dans les détails, mais ça permet de détecter et ou de quantifier la quantité d'acide nucléique. Test PCR classique, ça détecte l'ADN, qui sont présents dans un échantillon. Donc, par exemple, pour le coronavirus, en fait, comme c'est un virus ARN, ça demandera une petite étape supplémentaire de rétrotranscription parce que l'ARN du virus doit être transformé en ADN qui, lui, va être quantifié.
Donc, c'est un test, en fait, où on utilise des petits morceaux d'ADN qui vont se coller sur la grosse matrice qu'on essaye de détecter et qui vont s'amplifier. Donc, on va utiliser tout un ensemble d'enzymes, en fait, qui sont détournés, finalement, de la biologie animale, de plein d'animaux, plein de micro-organismes en fonction des cas. Et puis finalement, on va faire ce qu'on appelle des amplifications, ce qui va juste être des copies d'ADN. Chaque en fait, cycle, ce qu'on appelle, c'est une copie, on double la quantité d'ADN. Ce qu'on fait, c'est qu'on a comme un bruit de fond, et puis on essaye de voir le moment où le signal qu'on mesure, parce qu'on mesure un signal en même temps qu'on fait des amplifications, sort de ce bruit de fond. OK. Donc, OK. à chaque cycle, on multiplie par 2 la quantité d'ADN qu'on obtient. Donc, en regardant à quel cycle ça sort du bruit de fond, on peut savoir à peu près quelle quantité d'ADN on a par rapport à des guides qu'on utilise, qui sont inclus dans l'expérience. Donc, Et un test PCR, est-ce que tu vises quelque chose en particulier ou tu peux, tu dis tu doubles l'ADN de quelque chose, d'une cible particulière, mais mettons, peux-tu, en faisant un test PCR pour découvrir du COVID, découvrir autre chose? Est-ce que c'est-tu ciblé un test comme ça? Absolument. OK. Si ton test est bien développé, mettons que si je cherche à amplifier à partir d'ARN de Covid, j'augmenterai pas, j'amplifierai pas de l'ADN, mettons, d'une bactérie quelconque. OK. Ou de quoi d'autre. Ça, c'est ce qu'on essaye de développer de toute façon pendant la phase clinique et puis tout ça, tout ce qui vient en amont de la commercialisation, de la mise sur le marché des différents éléments. Donc vraiment, normalement, il n'y a pas de problème. Et puis, donc, parfois, on a ce qu'on appelle une gamme, qui dit qu'à tel cycle, on a telle quantité d'ADN dans notre échantillon, ou en tout cas, on a telle quantité dans notre échantillon. Mais parfois, on n'a pas besoin de quantifier de façon absolue. On veut juste savoir s'il y en a ou il n'y en a pas. Et là, on pourra se baser, par exemple, avec des échantillons positifs. Dans la COVID, ça pourrait être, par exemple, des gens, on sait qu'ils sont malades. Donc, on sait qu'ils sont malades, on sait qu'ils ont du virus en eux. Donc, on sait qu'ils vont avoir de l'ARN qu'on va pouvoir transformer en ADN et quantifier et détecter. Donc, eux, ça va nous servir de positif. Et puis, à l'inverse, on va pouvoir utiliser des gens qui ne sont pas malades, puis finalement, voir la différence de quand est-ce que ça sort au niveau du nombre de cycles. Mais finalement, en fait, un petit peu ce qu'on a dans l'imagerie pseudo-scientifique, c'est que les gens parlent de 40 cycles comme si c'était un chiffre absolu. Il parle beaucoup de cycles et il parle beaucoup de... Oui, effectivement. Il y a toutes sortes de recettes qui sortent en ligne. Il y en a qui mettent de la cannelle aussi. Là. Ouais, ça dépend de tes goûts, et puis ça dépend des jours et puis de tes convictions. Moi, tu sais, j'aime bien ça avec la cannelle, mais tout le monde n'est pas obligé de faire pareil. Exactement. Mais là, on cherche la COVID. Il y a des tests PCR qui se font. Il y a des cycles qui sont appliqués. C'est ça. Mais par exemple, moi, dans ce que je fais, dans ce que j'ai fait, dans mon premier papier, j'ai cherché de l'ADN d'un morceau à l'intérieur de la cellule qui s'appelle la mitochondrie, qui est issu d'une bactérie à la base. Puis, elle a ça d'intéressant que c'est la seule partie en dehors du noyau dans une cellule qui a de l'ADN. Donc, dans une cellule, il y a le noyau puis la mitochondrie. C'est les deux seuls endroits où il y a de l'ADN. Sinon, on a une infection, sinon l'ADN vient d'ailleurs. Mais puis toutes les cellules n'ont pas toutes des noyaux, toutes les cellules n'ont pas toutes des mitochondries. Donc après, il y a des nuances vis-à-vis de ça. Mais... Ah oui, puis les cellules humaines n'ont pas toutes des noyaux. C'est ça. Les globules rouges, par exemple, les plaquettes, ça n'a pas de noyau. C'est ça. J'ai vu que Maxime avait une question tantôt, Maxime. Ben ouais, avant de continuer, on va peut-être... C'est un peu une réaction, pour faire des liens avec ce qu'on parlait les dernières fois, dans une perspective de vulgariser. Je trouve ça intéressant ce que tu nous dis, Yann, par rapport à la recherche fondamentale, puis aussi le parallèle que tu as fait avec le diagnostic, parce que, tu sais, veux pas...
la science fondamentale, elle est là pour nous donner des réponses, nous donner un cumul d'informations. Puis après, il y a des utilisateurs de science. Il y a aussi des gens qui font de la recherche appliquée. Donc, on peut prendre ces réponses-là qu'on a eues, puis on va essayer de voir là, comment ça se passe dans l'environnement. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que ça nous prend des scientifiques comme toi pour avoir un cumul de connaissances, puis arriver après à améliorer la qualité de nos diagnostics. Puis je pense que c'est ça aussi qui peut être très anxiogène, mettons, pour une personne qui souhaite avoir des réponses simples ou d'avoir des réponses sûres. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, il y a plein de cas de figure, il y a plein de types de cellules, plein de types de maladies. Puis après tout, un médecin, c'est sûr que c'est un humain qui utilise ses compétences pour arriver à un diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut que le médecin aille au-delà de ses propres biais? Ben, il faut continuer de s'instruire puis d'être à la fine pointe de ce que la science fondamentale et appliquée nous dit. Puis je pense que c'est ça qui peut être vraiment difficile pour plusieurs personnes d'accepter qu'on n'a pas toutes les réponses ou des fois, il y a des gens qui vont se tromper. Puis c'est juste normal. Fait que, bref, ça me tentait de faire ce parallèle-là parce que c'est tellement essentiel pour améliorer notre capacité à appliquer. Puis ça prend du temps. Donc, puis là, je ne veux pas embarquer dans l'histoire du vaccin qui s'est fait vite. C'est pas du tout ça que je veux dire. C'est que ça se peut au début que, mettons, on a un nouveau virus comme la COVID, il y a des actions on va poser qui ne seront peut-être pas optimaux, mais au fur et à mesure qu'on cumule, ben, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus efficace, plus, comment dire, ben, c'est ça, plus efficace. Fait que, bref, merci. C'est vraiment intéressant de pouvoir avoir plus d'informations. Quelqu'un qui est au bout du processus, c'est quand même pas pire certain. Vas-y, Yann, on est tout oui, même Nounours. Oui, ouais, Nounours, je l'aime. Mais c'est ça, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que quand je dis que j'étais en sciences fondamentales, j'ai un petit peu menti dans le sens où, en fait, je suis dans un pan assez spécifique de la science qui est en fait la science translationnelle. C'est-à-dire que si tu dessines un diagramme de veine entre, mettons, les gens qui font des statistiques, les gens qui font de la clinique, donc qui voient des patients, et les gens qui font de la recherche fondamentale, ben moi, j'essaye d'être au centre de tout ça, mais pas comme quelqu'un d'omniscient. Je ne sais pas tout. J'ai très peu de formation, même si ça m'intéresse beaucoup en médecine en tant que médecin clinicien. Je ne suis vraiment pas apte à travailler comme tel. Je suis peu formé dans les détails des biostatistiques, mais j'en ai besoin. Donc, je vais travailler à l'Université Laval avec, avec mon chercheur, avec une biostatisticienne, avec un médecin rhumatologue qui voit des patients. Et tout ce monde-là, ben, on va tous se dire, ben, ouais, là, on va aller dans ce sens-là, ah ben là, je ne te comprends plus, tu m'as perdu, explique-moi. Donc, c'est vraiment super important. Et puis là, c'est quelque chose où vraiment, il y a une notion qui est fondamentale. C'est celle de, finalement, quand on parle de science et puis on est tous à avoir fait une quantité ridicule d'études, je veux dire, on est entre 5 et minimum 5 ans d'université. Donc, on a tous accumulé du savoir très précis sur des sujets très précis qui c'est vraiment dur en fait à transmettre et qui vient avec tout un jargon spécifique. Tout ce jargon, il n'est pas là pour rien. C'est pas de la poudre aux yeux pour avoir l'air juste intelligent. C'est vraiment pour parler de notions spécifiques, vraiment très très précises. On a tous du jargon vraiment dans nos domaines respectifs qui est vraiment qui dit quelque chose, puis qui ne dit pas quelque chose à côté. Vraiment, c'est très précis. Puis ce qui fait qu'avec toute cette somme de jargon, mais toutes nos connaissances à tous, puis toute notre envie de travailler ensemble et de nous comprendre, et puis de chacun ramener son plat, en fait, on fait un potluck de science. Donc, on ramène chacun, chose ramène le dessert, moi je ramène l'entrée, puis chacun ramène de quoi, puis on va faire un repas où on va avoir du fun. C'est ça notre but. Donc c'est ça, on essaye de tous se comprendre
pour en faire de quoi? Donc, moi, concrètement, ce que je fais, c'est que je cherche des marqueurs biologiques, de la biologie fondamentale, des anticorps, pour mettre le terme. Je cherche des anticorps chez des patients. Ben, j'utilise pour ça des infrastructures puis des choses qui proviennent du côté de mon laboratoire de recherche. Mais d'un autre côté, j'ai besoin, ça se fait à partir de prises de sang. Ou en tout cas de prise de liquide biologique, on pourrait en imaginer plein, hein, du pipi de patient, des larmes, plein de choses, le monde est la limite. L'adrénochrome, as-tu déjà travaillé avec. Est-ce que tout le sang que tu as, ça peut être considéré de l'adrénochrome? Fais juste Écoute, dire si je le dois te mot le préciser, je adrénochrome. pense que je vais devoir te tuer. OK. Je suis sous contrat, je suis sous contrat OK. avec Joe le Bidon, OK. je peux Ouais. pas le dire. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais bon, disons que je travaille pas avec des enfants, Ah, bon. mais on pourrait l'imaginer. C'est bon. Donc c'est ça. Donc c'est ça, plein d'échantillons, effectivement, Oui. de l'adénochrome si on veut. Puis, mais tout ça, ça vient du côté médical. Puis eux, ils ont caractérisé les patients. Est-ce que le patient a l'œil gauche qui gratte? Est-ce qu'il a perdu un pied? Est-ce qu'il a payé ses impôts? Est-ce que cette personne-là, elle fait de quoi dans la vie? Est-ce qu'elle fume? Est-ce qu'elle est en surpoids? C'est quoi ces comorbidités finalement? Parce que c'est un truc qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'elle a des morcelons ou bien est-ce qu'elle croit au commandant Ishtar? Ah ben Ça ils viennent en aussi, centre de recherche, ils en ont tous. On va OK. se le dire. Maintenant qu'on est obligé de mettre des masques, de toute façon, c'est fait. Ça fait 1 an, là, il faut l'acter. On en a tous. Donc, puis bientôt, on aura la 5G, mais bon, chaque chose en son temps, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Ben, comme le ministre Dubé, dans le fond. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Gracie. C'est ça. Puis donc, eux, ils viennent avec du concret qui vient des patients, puis cette compréhension-là. Et puis, à côté, j'ai une jeune femme en biostatistique qui regarde tous ces paramètres-là, et puis comment nous, on peut les utiliser vis-à-vis des paramètres biologiques qu'on a, qui nous aident à dire, ben, on peut prendre cette affaire-là dans ce sens-là pour dire ça. Puis, par exemple, parfois, elle pourra nous dire, ça m'est déjà arrivé pour mon troisième papier, elle m'a dit, ben là, on ne peut pas dire ça parce qu'on n'a pas suffisamment de patients. Donc, ça serait trop s'avancer. Puis, il faut garder un petit peu de recul vis-à-vis Comment de t'as pris ça. ça? T'as reconnu la patente? Je veux dire, ça. Ben oui, OK. oui. C'est nécessaire. On peut spéculer. Mais à ce moment-là, quand on écrira justement, parce qu'une façon, pour reparler de communication scientifique, ce qu'on veut faire dans mon métier, à la toute fin, c'est faire une publication scientifique. C'est mettre à disposition le savoir et les données expérimentales et cliniques, et puis tout l'ensemble de savoir qu'on a créé au public. Comme ça, les gens peuvent le consulter et puis voir de quoi il en retourne, et puis peut-être l'utiliser pour faire d'autres recherches, faire avancer la science. Donc finalement, là-dedans, si on va trop loin, on va se faire dire, normalement, il y a un système d'arbitrage, c'est la relecture par les pairs, où on se fait dire, là, peut-être ça, tu ne peux pas le dire, tu ne l'as pas prouvé. Ça, tu t'avances trop, tu spécules. Puis ça, par exemple, c'est intéressant, mais peux-tu aller plus loin, puis m'en dire plus? Parce que on peut avoir des choses qui sont confondantes. Mais C'est une bonne idée. C'est très intéressant d'être une équipe à ce niveau-là quand vient le temps de faire des recherches plus compliquées, sûrement. Absolument. Et plus on est dans la bonne ambiance, hein, parce que on va parler c'est aussi une question de qualité du milieu professionnel. Là, on est tous collaborateurs, donc on s'amène tous plus loin. On est tous main dans la main pour finalement faire des papiers, puis faire avancer la science. Puis un jour, peut-être faire sortir un test, poser un brevet, puis finalement que des patients, le but ultime, pour moi, ça serait de pouvoir prendre en charge plutôt des patients avant que, par exemple, ils aient des reins scrap, que, par exemple, ils aient un engagement du cerveau dans la maladie, plein de choses. Donc, finalement, tout ça. Puis aussi,
au-delà de ça, pour aller encore plus loin, ça permettrait en fait d'alléger la sécurité sociale, que ce soit la RAMQ ici, la Sécu en France ou whatever, quel que soit le système de sécurité sociale qu'on ait. Plus les gens sont en santé, ou en tout cas moins les gens malades sont scrap, ben, moins c'est d'argent qu'on a à mettre sur la table. Oui, bah oui. Donc Là-dessus, je pense que je rajouterais juste un élément qui est quand même important parce que pour le commun du mortel qui ne fait pas partie de ce groupe de pairs spécifiques-là qui gravitent autour de cet objet scientifique, donc qui est capable de comprendre le travail qui est fait puis qui participe à cette communauté-là donc de travail, qui est à l'extérieur donc du groupe de chercheurs qui est éparpillé et donc qui peut se retrouver à peu près partout sur la planète, mais quand même qui participent à ce travail-là ensemble. Et quand on ne fait pas partie de ce potluck, comme on mentionnait tout à l'heure, là, puis qu'on est vraiment à l'extérieur de ça, les choses positives qui sont apportées par le groupe du travailleur, par le groupe de chercheurs, donc les avancées scientifiques, c'est dur de les percevoir concrètement. Parce que des fois, c'est des choses qui sont pas directes, pas des résultats directs, mais c'est un résultat qui va faire effet boule de neige à long terme ou à moyen terme. Et effectivement, si on pense comme ça, on va sauver de l'argent, on va sauver des vies, etc. Mais sur le coup, la personne qui regarde les résultats des recherches, il ne voit pas ces avancées-là. Et ça peut donner l'impression que c'est finalement de l'argent qui est dilapidé, perdu ou qui ne sert à rien finalement. Donc, c'est pas comment on fait pour communiquer justement des résultats des recherches, mais pour montrer aussi que ce n'est pas seulement une pierre dans un édifice, donc dans un édifice qui est plus large, qui va avoir des répercussions à long terme, mais que concrètement, maintenant aussi, c'est important qu'on fasse ça. Là. Ça, c'est une super question. C'est vraiment pertinent parce qu'il y a plusieurs modes, effectivement, de communication. Parce que ce dont j'ai parlé pour l'instant, c'est vraiment entre pairs. C'est une communication entre sachants, finalement. Donc, des chercheurs, des industriels, des choses comme ça. Mais finalement, on va vouloir exporter, comme tu dis, notre savoir à destination du grand public et des utilisateurs aussi. Parce que les utilisateurs terminaux de de savoir qu'on apporte et qu'on essaye de développer, mais finalement, dans mon cas, c'est quoi? C'est des patients. Donc, effectivement, c'est tout un art qui est parfois très complexe parce qu'on n'est pas forcément, je sais que ça soit en France ou à Québec, je n'ai pas été nécessairement de façon universitaire formé à la communication scientifique en tant que telle à destination d'un groupe qui n'est pas professionnel. Donc ça, je l'ai plus appris en travaillant à l'époque dans un organisme qui s'appelle Planète Science. Je leur passe le bonjour. Donc avec qui j'ai travaillé avec des enfants. Puis là, il faut leur expliquer pourquoi, comment. Puis il faut mettre les choses à leur portée. Ouais, tu développes la vulgarisation à ce moment-là, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis il y a deux approches là. Il y a la communication, faire des communiqués. Ça, c'est par exemple ce qu'essaye, c'est l'exercice vraiment très compliqué qu'essayent de faire M. Legault et le Dr Arruda toutes les semaines, ou en tout cas presque, ou en tout cas aussi souvent que nécessaire. Là, c'est transmettre au grand public les résultats ou en tout cas un résumé des connaissances acquises à l'heure actuelle pour répondre à des enjeux de société. Donc que les gens, finalement, que le grand public comprenne où va les finances publiques. Parce que finalement, faire de la recherche, c'est cher. Donc où va cet argent? Parce que vous payez tous des taxes. J'ai la chance d'être encore étudiant et puis de ne pas avoir à en payer. Mais finalement, tous les gens qui payent des taxes contribuent aussi à la recherche. Puis finalement, on peut tous se dire qu'ils auraient quand même un petit peu leur mot à dire. Donc, finalement, quel est le retour sur investissement pour ce monde-là? Ça, on va vouloir tomber vraiment dans une logique libertarienne, mais qu'est-ce que ça va apporter finalement cet argent qu'on a mis sur la table à la société? Mais aussi, finalement, les gens ont des angoisses parce que, on va se le dire, la situation actuelle, mais même dans le passé, le H1N1 ou à l'époque la grippe espagnole, mais on n'avait pas les mêmes moyens de communication, ça fait peur aux gens. Est-ce que mon fils va mourir ou ma fille? Est-ce que ma mère va mourir? Est-ce que moi je vais mourir? Est-ce qu'on va tous se retrouver handicapés? Est-ce que je vais plus avoir de job? Comment ça va impacter sur ma santé, mais aussi sur la société? Ça, c'est des questions que les gens ont, puis qu'on doit adresser, puis qui vont au-delà de juste l'aspect technique, d'aller expliquer
comment, pourquoi, ADN, ARN, virus, puis des choses, finalement, effectivement, il faut mettre ça à la portée des gens. Puis donc, il y a ce côté de la communication. Le côté de la communication, finalement, c'est quand même relativement abrupt parce que c'est vis-à-vis du grand public, c'est vis-à-vis de commissions, c'est quand même, ça reste quand même un monde de spécialistes ou de communication, mais c'est plus tout à fait la science pour la science, par la science. C'est vraiment, ça vient de la science, mais on l'amène ailleurs. Donc finalement, c'est un transfert, ce qui s'appelle de connaissances. Alors qu'avant, comme moi, l'exemple que je donnais précédemment, c'est de l'échange. C'est vraiment entre les pairs, entre des gens formés. Ouais. Donc là, on transfère, on amène des conclusions ou des observations à destination de gens. Puis il va falloir leur donner des sources pour qu'ils puissent dire « Ah ben là, c'est solide, c'est pas solide des garants. Donc, il va falloir des spécialistes. Puis ça, c'est vraiment très compliqué à l'heure actuelle. Il faut vraiment faire attention quand on prend… C'est la première fois que j'entends ce mot-là dans ce contexte-là, des garants. C'est ça. Ouais. Par exemple, moi, en tant qu'étudiant au doctorat, je viens devant vous, puis les gens qui vont nous regarder, je ne suis responsable que de ce que je dis. L'université, par exemple, ou mon patron, ou n'importe qui, je ne parle pas en leur nom. C'est sûr que d'une certaine façon, je les représente. On a vu il n'y a pas longtemps le cas avec un chargé de cours à l'université Laval qui s'est mis à dire des choses pas d'affaires très sexistes, très identitaires sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Puis l'université Laval a dû dire attention, on se dégage de tout ce que cette personne dit. Parce que nécessairement, comme on a été éduqué, moi j'ai été éduqué à l'université de Strasbourg, à l'université Laval, ben finalement on est quand même un petit peu lié à ces entités-là. Ben oui, ben oui. Mais ce que je dis, c'est quand même ce qu'on retrouve souvent, par exemple sur Twitter, les opinions, même si c'est une opinion d'expert que j'exprime, ne sont que les miennes. Donc vraiment, il faut garder ça. Et aussi, encore une fois, tu parlais d'humilité tantôt. Il faut aussi dire que moi, je ne peux parler qu'en tant qu'étudiant au doctorat en immunologie. Oui. Puis Mais pas en tant que… C'est quoi un garant tantôt? C'est quoi tu veux dire par là, un garant? Ben, finalement, c'est que quand on dit quelque chose, nous-mêmes, on est responsable de ce qu'on dit. Ça, oui. Donc, si je te dis des choses qui n'ont pas d'affaires, par exemple, c'est la COVID, ça vient d'un laboratoire en Chine et puis que ça a été donné pour faire tomber le grand On a confirmation, je l'avais entendu. C'est ça. C'est ça. Mais au-delà de la blague, ça, je ne le dis pas parce que je ne veux pas être associé en aucune façon au fait de soutenir ces propos parce que c'est faux. Okay. C'est faux. Il ne veut pas être garant de ces propos-là. C'est ça, c'est ça. Je ne veux pas être porteur, je ne veux pas les endosser, je ne veux pas être responsable de transmettre. Un garant, c'est comme un mentor, c'est quelqu'un qui sait puis qui dit OK, je mets mon nom là-dessus, je me porte garant de ça. OK, c'est bon. C'est ça. Je pensais qu'il y avait comme peut-être une twist de chercheur ou une affaire. Non, absolument pas. Bon, absolument pas. C'est vraiment comme le Nintendo Seal of Approval de la science. Okay. Donc, il sauve l'industrie des jeux vidéo. C'est ça. C'est une autre puis donc là, on a donc d'un côté la transmission, donc vraiment faire un compte-rendu de la science. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil, qui est la vulgarisation. Et la vulgarisation, il y a par exemple, on trouve des gens qui font ça très bien. Le pharmacien fait ça très bien. Plein d'autres personnes font ça très bien. Ça, c'est vraiment un métier à part. Ça, c'est réussir à faire une petite case de la science ou du savoir qu'on va expliquer. Puis on ne va pas sortir, à moins qu'on ait des questions et qu'on soit en public, mais on ne va pas sortir de cette case parce que sinon, c'est infini. Puis c'est plus de la vulgarisation, c'est de l'éducation. Puis ça, c'est un petit peu différent. La vulgarisation, c'est d'apporter en fait des connaissances sur un sujet pour éveiller la curiosité du monde. Par exemple, moi, je vais te parler d'anticorps chez les patients qui ont le lupus. Puis mon but, c'est éventuellement que tu dises « Ah ben ouais !» Tu sais, c'est comme faire une science un petit peu amusante, un petit peu grandiloquente comme ça, pour attirer le monde,
qui n'est pas nécessairement, c'est pas leur but professionnel de devenir scientifique, c'est pas leur intérêt primaire, mais ils ont une curiosité envers ça. Et c'est là où il faut faire attention parce qu'on se retrouve dans l'excès inverse à faire du sensationnalisme et puis des titres clickbait, comme on trouve parfois sur les groupes, je sais pas quoi, Love Science ou consorts, où finalement on se retrouve avec un titre super racoleur, puis pas de source, facilement, puis on ne sait pas où on s'en va. Ouais, on l'a vu la dernière fois, ça c'est non. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même dans la vulgarisation, on peut faire des sous-catégories avec une espèce de vulgarisation qui serait déjà plus rigoureuse ou scientifique et une vulgarisation spectaculaire, là, donc qui cherche à aller divertir le public. Là. J'ai l'impression qu'un bon vulgarisateur doit, autant qu'un bon animateur ou que d'autres personnes, mais doit s'adapter à son public, doit faire sûr que voilà, qu'après ça, pas que le monde s'en aille à la guerre avec... en tout cas, je me comprends. C'est les mêmes règles qu'on avait dit la dernière fois. Un bon vulgarisateur va citer ses sources, va parler du contexte, puis là, si on mettait, va être garant de ce qu'il dit, va pouvoir l'expliquer. Ouais. Mais ça, je pense que c'est juste un petit commentaire parce que on pourrait y revenir là, dans des futures émissions, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de communication différents. Chacun des niveaux est important, puis on pourrait en parler davantage. Comme tout à l'heure, on parlait de la revue par les pairs, qu'il y a des côtés qui sont positifs, qui sont négatifs, qu'on parle avec nos collègues chercheurs, mais ça, on pourrait en dire vraiment davantage là, pour ceux qui voudraient le comprendre. Même principe avec l'éducation scientifique, même principe avec la vulgarisation. Donc, je pense qu'on est sur des terrains vraiment intéressants. Voilà. Ben justement, le monde, j'imagine, je prends un peu le pas sur ce que tu dirais, peut-être Tommy, mais justement, tous les gens qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à poser justement des questions, des choses comme ça. On se fera un plaisir d'y répondre, j'imagine, puis de faire éventuellement d'autres émissions pour aller plus loin sur ces sujets, puis sur tous ceux qui vous intéressent. Donc vraiment, effectivement, c'est un monde très, très compliqué, puis parce que finalement, c'est juste on n'arrive pas comme le père Castor et puis on compte des histoires. C'est pas viens ici gamin et puis je vais te dire, je vais te raconter la belle histoire du temps jadis de la science. Non, c'est vraiment contextualiser un élément de savoir et puis le rendre rigoureux. Parce que c'est facile de tomber dans des excès, d'être faux, et aussi une notion qui est sensible là-dessus, de ne pas être juste. Parce que parfois, à ne pas vouloir trop en dire ou à ne pas vouloir sectoriser ou à tomber dans des raccourcis, finalement, on n'est pas faux, mais on n'est pas tout à fait vrai. Puis ça, c'est parfois même le pire. Parce que finalement, dans cette zone de connaissances un peu slack, un peu broche à foin, ben, si on accumule de la connaissance qui n'est pas solide sur de la connaissance qui n'est pas pérenne, ben finalement, on va monter un château de cartes qui n'aura pas de sens. Et puis c'est à ça, finalement, c'est ce qu'on voit, mais c'est ce que je vois vis-à-vis des questions de science et de santé. C'est effectivement, on amène des questions qui n'ont pas de sens en attendant des réponses qui n'en auront pas non plus, à partir de savoir qui n'existe pas et qui est parce qu'il est mal compris. C'est par exemple, c'est ça. Par exemple, un exemple qui est vraiment simple par rapport à ça, c'est le questionnement du masque, de l'utilité du masque, ou que ce soit le couvre-visage ou le masque de procédure. On entend souvent dire que le virus fait 20 microns, fait telle ou telle taille que je n'ai pas en tête. Pour filtrer des choses comme ça, il faudrait un masque à cartouche ou une affaire ou quoi. C'est spécifique. C'est pas faux comme observation, mais ça ne marche pas partout et ça ne marche pas pour le coronavirus. Le coronavirus, par exemple, en l'occurrence, c'est pas quand on respire et puis quand on parle de gouttelettes, il y a un contexte à ça. Le virus n'est pas aérosolisé et puis c'est pas des petites particules virales qui se retrouvent isolées. C'est du virus qui se retrouve dans des gouttelettes de salive. Et les gouttelettes de salive sont bien plus grosses
que le virus tout seul. Ah Et on oui. peut trouver plusieurs virus. Puis finalement, le couvre-visage, le masque de procédure vont être suffisamment gros pour absorber et arrêter ces gouttelettes. Parce que ces gouttelettes font plusieurs milliers de fois la taille du virus. Donc finalement, c'est comme imaginer quand on tamise de la farine, on passe donc de la farine au travers d'un tamis, bah, ça passe bien. Maintenant, si je fais tomber des gouttes dans cette farine, ça va pogner en motons. Puis les motons, ils vont pas passer au travers du mon tamis. Là, c'est pareil. J'aimerais C'est juste intéressant. ajouter un point. Peut-être Oui, juste non, par je rapport à comprends. l'absolu. Puis je te laisse aller, mais tu sais, en plus, avec le masque, là, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une protection absolue contre le coronavirus. Le principe, c'est de réduire le risque. Ben oui. Mais encore là, on est dans le gris. Puis ça, ben, rester dans le gris, ça fait peur. C'est. Encore une fois, on revient à la question d'avoir des réponses simples à des problèmes compliqués, mais Absolument. au-delà de ça, ce qui est intéressant de ce que tu apportes, Yann, c'est que c'est cette idée où finalement un raisonnement sur le réel peut partir d'informations qui sont vraies. Puis là, ici, dans le cas où on annonce avec le masque puis le coronavirus, il y a une erreur dans la contextualisation de cet élément vrai. Donc, oui, le virus est petit, mais ça ne veut pas dire qu'on peut amener un raisonnement donc, le plus loin possible et dire donc il va passer au travers du masque. Il y a d'autres éléments qui viennent comme information, mais dire que non, finalement, ça ne marche pas comme ça. Donc, C'est ça. comme la gouttelette et le contexte, comme on mentionnait. Et si on n'a pas cette information-là, ben, tout le raisonnement il tombe finalement. C'est ça. Ben, puis même si des gouttelettes passaient, puis c'est ça mon point, ben, est-ce qu'il y en a moins qui passent? Est-ce qu'on a réduit nos risques? Oui. Puis Ben aussi, il y a le principe que les statistiques, on va toujours avoir les preuves a posteriori. Puis ça aussi, c'est super inquiétant. C'est que là, pour l'instant, c'est sûr, on a des recherches qui nous donnent une idée de si les masques fonctionnent ou non. On a des calculs de simulation, mais l'efficacité absolue, on le saura seulement après et seulement si on prend des ressources pour mesurer si c'est efficace ou non. Donc, il y a beaucoup de variables là, à prendre en cause quand on veut porter un jugement comme ça. Puis, justement, la réponse simple à la question complexe, pourquoi elle est toujours ou presque mauvaise, ben, comme tu l'as très bien dit, Tommy, on oublie trop d'éléments de contexte. C'est ça. Puis Effectivement. souvent, vas-y. Non, toi, vas-y. Puis souvent aussi, dans ce genre de contexte, on confond un petit peu probabilité et statistique. La probabilité, c'est quel est le risque d'avoir une observation avant d'avoir l'observation. Puis la statistique, c'est quelle est la chance qu'une observation soit dans une catégorie ou non, ou une autre. Donc vraiment, il y a une question d'antériorité ou de postériorité qui est pas nécessairement envisagé. Le masque, on veut que ça soit protecteur. Donc on veut, c'est une question de probabilité, on veut diminuer la chance qu'autrui attrape la maladie. Après, on pourra voir au fil du temps l'efficacité du masque, l'efficacité du couvre-feu, l'efficacité de tout. Là, on aura des éléments de savoir. Et puis surtout, on aura des outils avec la statistique et puis les mathématiques pour pouvoir envisager l'observation et de pouvoir voir en fonction de cette observation, est-ce qu'on a des parasites? Est-ce que, par exemple, l'âge du monde est important? Est-ce que la catégorie socio-professionnelle, est-ce que quand on est pauvre, quand on est plus riche, quand on a accès à plus de médicaments, un médecin facilement, un médecin de famille, c'est plus facile? Ou est-ce que finalement tous les itinérants vont mourir? Est-ce que la génétique de certaines populations peut contribuer? Est-ce que plein de choses? Et puis les comorbidités, tout ça, on va pouvoir l'évaluer. Puis c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent et puis qu'on entend souvent, cette affaire du 1%. Le coronavirus ne tue qu'1% du monde. Déjà, c'est un chiffre qui sort de la poche souvent, parce qu'il est soutenu par rien, mais surtout, mettons que ça soit vrai. Déjà, c'est vrai dans un pays, dans un contexte, et puis peut-être On est en train d'être censuré par le Deep State. c'est la population générale. Bon, OK. Mais peut-être que si on regarde
les personnes qui fument, personne va avoir plein d'éléments qui vont interférer avec notre observation, qui vont changer nos valeurs. Puis peut-être que là, ça va plus être... Juste de mentionner que quand les expériences sont faites en laboratoire ou quand on a des données qui sont qui arrivent là, tout juste, qui sont fumantes, l'expérience qui a été faite ne peut pas tout regarder ces variables-là nécessairement. Donc, le bruit qu'on mentionne, là, c'est plein de variables ça va prendre d'autres études pour être capable de vraiment les isoler puis vérifier ça. Absolument. Sur le coup, on a une situation qui est presque idéale. Puis l'application ensuite de ces données-là sur le terrain, ben, c'est certain qu'on va avoir quelque chose qui va être différent des résultats qu'on a eu en laboratoire parce que le réel est beaucoup plus complexe. Absolument. C'est pour ça qu'il faut revenir après en laboratoire avec les nouveaux événements sur le terrain. Là. Absolument. Et puis c'est pour ça que... Donc, absolument. Et puis c'est pour ça que moi, par exemple, en recherche fondamentale, on utilise les modèles animaux souvent parce que on se dit souvent, ben, qu'est-ce qu'une souris, un lapin, un rat, même un singe ou un cochon peuvent avoir de commun avec l'humain? Au-delà, peut-être que c'est des mammifères, ben, plein de choses. C'est ça. Il faut évaluer les différences. Donc, il faut savoir la pertinence de l'utilisation d'un modèle, mais surtout, par exemple, je sais que nous, en laboratoire, on utilise beaucoup les souris dans mon laboratoire. L'intérêt avec les souris, c'est qu'elles sont tellement reproduites entre elles qu'il y a ce qui s'appelle un fond génétique, un ensemble génétique qui est très homogène. Donc, toutes les petites différences génétiques qu'on peut avoir entre nous quatre ou entre n'importe qui qu'on prend dans la rue vont être très négligeables. Puis elles vont toutes être élevées dans le même environnement, puis elles vont toutes être en santé pour commencer. Donc on part toutes pareil. Puis là, on va pouvoir mettre des critères qui sont différents, puis jouer là-dessus. Donc c'est ça qui est important. Après, il faut aussi reconnaître les limites des modèles. Par exemple, mon laboratoire est un laboratoire qui travaille beaucoup sur les plaquettes. Et il faut savoir que les plaquettes, chez l'humain, ça peut réagir aux anticorps. D'une certaine façon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a un récepteur spécifique sur les plaquettes chez l'humain qui n'existe pas chez la souris. Donc, finalement, il y a eu beaucoup d'études à la base chez la souris de l'interaction entre les plaquettes et les anticorps qui étaient biaisées parce qu'on ne connaissait pas nécessairement ce récepteur et son absence chez la souris. Mais à l'inverse, maintenant qu'on le sait, on peut faire des souris où on a mis ce gène puis ce récepteur, donc leurs plaquettes ont ce récepteur, comparé aux souris normales, ce qu'on appelle sauvages en fait, la souris de laboratoire classique, qui elle ne l'aura pas. Puis on pourra comme ça voir l'impact de l'ajout de ce récepteur. Et on a affiné la science d'un pas en avant. C'est assez capoté, ça. Vous êtes capable d'aller rajouter des marqueurs sur les plaquettes dans les souris? Ouais. Wow! Colin! Puis là, bientôt, ils vont pouvoir voler. Puis après ça, on va marier nos bicycles. C'est quoi qui se passe? On joue à Dieu dans les laboratoires, Yann? Je peux pas le dire non plus. Ça a répondu à tout ça. Ben écoute, moi je trouve ça très intéressant. Est-ce que Maxime, Tommy, avez-vous des questions à poser? On a parlé de vulgarisation quand même pas mal, de processus et tout et tout. Ça fait une émission chargée. Je conseille à tout le monde de l'écouter 2 fois pour s'imbiber. Ouais. Si vous avez des mots compliqués, des affaires qui reviennent. Mais il y a peut-être quelque chose, toi, en tant que chercheur, je me sens le droit de te le demander là, si tu n'es pas à l'aise avec la réponse, mais quand ils chialent sur les tests PCR pas valides et tout, là, si j'ai compris, ce qu'on veut savoir, c'est juste déterminer si oui ou non il y a du COVID dans les tests PCR. Est-ce que c'est un argument qui tient la route, ça? C'est-tu quelque chose qui peut aller au bat, ça? Non. Non. Le consensus, c'est complètement en marge du consensus. Ça a été développé et ça revient comme beaucoup de choses. Comme les Oui, à dire que finalement, tout ce qu'on fait, tous les experts qui nous sommes réunis sur un sujet, quelconque, que ce soit la COVID ou autre chose, mais qu'on a toutes fait de la merde et qu'on est des vendus pour différentes raisons,
plein de choses comme ça. Et finalement, c'est une forme. Mais après, là-dedans, il faut savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est un refus du gouvernement et puis des mesures qui sont mises en place et puis considérer que ces guidelines-là viennent du gouvernement? Est-ce que c'est considérer la méchante industrie pharmaceutique? Est-ce que c'est Bill Gates qui nous met la C'est 5G lui que c'est pour parler. Big Gates. Tu l'as-tu Oui. déjà vu? Il va-tu vous voir des fois pour cracher des samples, ces affaires-là? Ben, pas tant, mais on a ses agents, oui. Bill Gates, en général il nous vaccine et puis on le reçoit directement Ouais, ouais, grâce ouais. au nanorobot. Ouais, Tu sûrement. sais, Je pense Tommy, que quand même. Si tu veux y aller, Maxime, je passerai après toi. ben là, regarde, c'était ton tour, là, puis j'irai après. Il y a quand même une différence à faire, je pense. Puis aujourd'hui, ce que Yann nous a montré, c'est un peu comment cette science-là se fait et comment elle peut se communiquer. Donc, sur le fond, hein, le message lui-même, comment on le crée puis comment on peut le transmettre, c'est important. Puis dans les critiques qui sont faites beaucoup à la science, qu'on va retrouver abondamment, et je me pose la question, est-ce que c'est vraiment le message qui est critiqué ou c'est le messager, finalement? Que ce ne serait pas la figure même de l'expert qui est remise en question, et, alors qu'on ne sait pas trop comment il travaille, finalement. Absolument. Ouais, ben, aller avec mon point, il y a l'émotion aussi derrière le. On va revenir à ça encore, mais c'est que pour moi, puis là, c'est mon opinion que je donne, c'est pas le test PCR qui est le problème. C'est le fait, par exemple, qu'on va déformer son utilisation ou perdre la confiance. C'est-à-dire que si on y va encore en absolu, le fait que certains tests PCR échouent, que ce soit faux positif, faux négatif, peu importe, là, toutes sortes de mots que le commun des mortels ne comprennent pas, ben juste le fait de savoir qu'on pourrait se tromper, c'est pas bon. Mais non, c'est normal. C'est normal qu'il y ait certains tests qui échouent, mais ça n'enlève pas la validité de la technique et son utilisation. Bref, puis c'est un bon point aussi par rapport au messager. Donc, est-ce que le méchant messager n'est pas assez de cycles puis il nous force des faux positifs pour nous berner, blablabla? Ben, voilà, mais si on comprend le fait ou on accepte le fait à la base que chaque test est faillible, ben déjà là, on passe à autre chose, puis on cherche plutôt comment on peut s'assurer ou contribuer à ce qu'il soit le moins faillible possible. Bref. C'est ça, on a plein d'indicateurs finalement quand on crée un test. Je le vois parce que c'est mon but dans la vie, de créer des tests. On a plein d'indicateurs pour savoir la sensibilité, la spécificité, plein d'éléments scientifiques, d'indicateurs qui nous permettent de voir justement la performance de ce qu'on fait. Puis c'est jamais du 100% parce qu'aucun système n'atteint jamais les 100%. Sinon, on se fait des pyramides en plexiglas, puis on s'installe la machine de Tesla dans la cave. Ouais, ouais. C'est ça. Et donc, on n'est jamais à 100%, on n'a jamais de rendement infini, on n'y arrive jamais. C'est rassurant scientifiquement sur le plan de l'honnêteté intellectuelle, pas sur le plan de l'espoir, parce que c'est quelque chose d'autre. Et c'est justement un biais ou un heuristique, je pense que vous en avez pas mal parlé les fois précédentes. Au-delà de ça, il faut savoir à quel point le système est faillible et puis ses limites. Et puis pouvoir adapter, parce que parfois c'est bien aussi d'avoir plusieurs alternatives et puis de pouvoir s'adapter aux circonstances. Donc là, c'est ça. Puis aussi, à côté de ça, effectivement, il y a un gros problème. Moi, je suis quand même pas mal les informations françaises, puis je suis un peu plus calé en politique française qu'en politique québécoise, malgré le temps que j'ai pu passer ici. Je vois qu'il y a un gros problème de la population française, c'est un rejet de la politique du président Macron. Qu'on soit pour ou contre sa politique, ça n'a pas d'importance. Et une grosse incompréhension de sa communication. Et donc là, effectivement, on va vouloir tirer sur le messager, mais à la mitrailleuse, et puis on va arroser tout le monde. Donc, il y a ça d'un côté, parce que beaucoup de choses, en fait, ça fait un gros effet boule de neige, parce que finalement, on va tirer sur le communicateur, puis surtout les gens qui travaillent avec, parce qu'on va vouloir viser la politique, les castes dirigeants, les oligarches, ou quoi que ce soit, vraiment des groupes qui sont ciblés comme étant les ennemis du bien commun.
et ça va déformer finalement la réception du public du message. Mais il y a aussi quelque chose qui est compliqué, qui est la nature de la personne qui véhicule le message. Ça, c'est pas toujours très clair. Tout le monde n'a pas nécessairement ni le temps, ni l'honnêteté de communiquer, de dire « moi, je ne peux pas parler sur ce sujet, je ne suis pas formé pour, je n'ai pas les données » ou « les données que j'ai se limitent à ça ». Donc, parfois, on n'est voit pas beaucoup sûr. à la TV, ça, ces temps-ci. J'ai vu beaucoup de clips de genre qui justifiaient le fait qu'on voit tout le temps les mêmes têtes à la TV, puis que ça devient rapidement des gens qui sont incapables de dire je ne sais pas. Il faut tout le temps proposer des hypothèses pour continuer à être rappelé pour aller à la TV, parce qu'on n'invitera pas le gars qui nous dit je ne sais pas 3 fois d'affilée. Je trouvais que c'était fort comme manière de voir. J'étais d'accord avec la réflexion, mettons. C'est ça, parce que par exemple, encore pour illustrer, je regardais, j'étais en conversation sur Facebook avec une personne qui était anti-mesures sanitaires, anti-masques, très dans la pseudo-science, et puis dont la seule réponse était de me donner un extrait d'1 minute à peu près d'une émission française qui est l'équivalent, vous avez aussi l'équivalent ici au Québec, je pense que c'est On n'est pas couché, on ne peut pas plaire à tout le monde, quelque chose comme ça. Je ne suis pas trop spécialisé. Mais Du bref. monde qui jase. Ouais, du monde qui jase, un talk show. Absolument pas scientifique, absolument pas géré par des spécialistes, mais une spécialiste, je pense que c'était une infectiologue ou une épidémiologiste. Mais donc, bref, une femme médecin était invitée. Puis sur l'extrait d'1 minute, on avait 50 secondes de questions en rafale de l'animateur sans que la personne en face puisse poser les questions. Donc là, pour le public qui n'est pas habitué à la science ou à la communication scientifique, ça a l'air super pertinent parce que l'animateur a l'air d'avoir plein de questions. Mais finalement, quand on s'y penche d'un point de vue scientifique, c'était plusieurs fois la même question, des questions qui étaient biaisées, qui n'étaient pas nécessairement totalement honnêtes, pas nécessairement malhonnêtes non plus, mais qui... C'est un spectacle à la base. Hein. Absolument. C'était un spectacle. C'était peut-être un spectacle qui se voulait informatif, un spectacle qui cherchait à créer de la curiosité, mais effectivement, ça peut rapidement redevenir assez simplement un spectacle, reprendre sa première forme quand vient le temps de disséquer ce qui vient d'être dit, c'est sûr et certain. Absolument, tu as mis le doigt dessus. Et voilà. C'est important parce qu'on parlait tout à l'heure de tout le temps les mêmes experts qui viennent parler finalement dans les médias. Et pour être capable de parler dans certains types de médias, comme les talk shows, c'en est un cas assez intéressant, il faut avoir quand même maîtrisé les codes des médias. Donc, être capable de comprendre comment ça fonctionne un talk show et quel type de questions on risque de me poser. C'est facile de faire des erreurs dans ce contexte-là. Quelqu'un qui étudie en recherche à l'université n'est pas formé, comme le mentionnait Yann tout à l'heure, pour répondre à des questions en rafale. C'est souvent... En public, des fois, à la grande écoute aussi. Il y a toute de grande écoute, avec le stress, la ouais. pression qu'il y a derrière, effectivement, tout ça fait en sorte que... Et il y a le montage aussi, on peut rentrer dans la post-production aussi. C'est facile de faire dire des choses aussi à des experts. Donc, il y a beaucoup d'experts, justement, ou de professeurs d'université qui refusent d'aller dans les médias parce qu'ils ne se sentent pas capables de répondre à ce type de questions-là. Au-delà de ça aussi, il y a nos autres professionnels, par exemple, qui nous demandent, puis là, on n'ira pas avec l'histoire de oui, tu es censuré, parce que si je ne dis pas de choses farfelues, je ne me sens pas censuré, là, mais le principe, c'est qu'on doit pas proférer, mais on doit partager du matériel qui est scientifiquement acceptable, puis tout ça dans une perspective de toujours vouloir le mieux, le bien et protéger le public. Donc, si on se fait poser une batch, oui. Fait qu'une batch de questions en rafale tendancieuse, moi, je ne répondrai pas. Puis c'est vrai que c'est pas glamour là, non plus pour le talk show, la personne qui ne répondra pas. On va peut-être aimer mieux un psychiatre unijambiste là, qui va dire que ta mère était folle, là, mais tu sais, rendu là... je ne sais pas de qui je parle, là, mais en tout cas, vous ferez une idée. Il y en a plusieurs de toute façon, donc c'est sûr. C'est sûr. C'est ça. Pour l'expert, c'est super facile de prendre le bord finalement quand
quand on se fait poser des questions en rafale. Je le vois dans la discussion qu'on avait, je disais que j'avais passé mon dernier examen avant la soutenance pour le doctorat vendredi. Puis, donc, j'avais un jury en face de moi, de spécialistes, et puis ils me posaient des questions. Puis, dans la façon dont c'était fait, c'était aussi sur Zoom, comme ça. Ben, on faisait une ronde de questions, chacun dans un ordre précis, puis une deuxième ronde. Quelque chose qui est très classique, finalement, à l'université. Mais pour des questions de simplicité, là, les personnes pouvaient me poser 2, 3, 4 questions dans une question, finalement, à la suite. Alors, c'est sûr que ce n'était pas en rafale, mais c'est 2, 3, 4 questions qui sont certainement concomitantes ou qui sont emboîtées les unes dans les autres, mais des questions distinctes. Ben, ce qu'il faut faire, et puis ce que j'essaye, ou ce que les étudiants à mon goût devraient essayer de faire, c'est de détricoter et puis de revenir sur la question et puis au besoin de reposer un élément de question. Ai-je bien répondu à votre question? Est-ce que ma réponse est complète? Avez-vous encore un élément de votre question à laquelle je n'ai pas pu répondre? Et puis aller de l'avant. Puis surtout, comme c'est un mot que tu utilises souvent, Tommy, dans les différents shows que tu fais, mais c'est on avance. Parce que souvent, on mange la même chose, puis c'est encore et encore et encore les mêmes histoires, et finalement, parfois, le spécialiste de bonne foi finit par se faire poser encore et encore et encore et encore et encore la même question, jusqu'au moment où il va bafouiller, où il va apporter une réponse où finalement, hop, ça va être utilisé contre lui, ou ça va être ça qui va être reconnu. Donc, c'est vraiment très compliqué. Ça, Yann, de toute façon, moi, pour être une personne qui travaille sur l'art de questionner dans mes travaux en général, c'est pas tout le monde à qui on apprend c'est quoi une bonne question ouverte, les questions multiples, que ça peut être nocif et compagnie. Puis, dans les soutenances de doctorat, c'est quelque chose que je trouve vraiment important, là, une question à la fois, parce que l'étudiant est déjà quand même sous pression. À la limite, comme un peu tu dis, un étudiant peut dire, bon, ben, sur vos 4 questions, j'ai répondu à la première, voulez-vous qu'on passe aux suivantes? Mais tu sais, en tout cas, c'est sûr que dans une situation comme une soutenance où il n'y a pas un intérêt à faire du mal à la personne devant ou à la... Bon, puis je sais que ça peut arriver, là. Mais donc, si on imagine une entrevue tendancieuse, puis on n'est pas habitué à se déprendre dans des questions, c'est difficile. Mais ça, c'est un autre sujet vraiment intéressant. Puis, tu sais, par rapport à ta question tantôt, Tommy, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que pour ceux qui nous écoutent, ça serait intéressant d'avoir des commentaires sur qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui, puis qu'est-ce qui pique votre curiosité, parce que je me permets de le dire, là, je trouve que Yann, là, c'est vraiment bien compté avec nous, puis on peut prendre là, toutes sortes d'autres avenues. Moi, j'ai retenu tantôt avec la communication à différents niveaux, mais si on avait envie de parler, comment ça se passe, les revues de pairs en sciences? Autant qu'il y en a qui vont dire que c'est négatif, d'autres que tout à l'heure, on disait que ça nous permet d'avancer, d'avoir une certaine collégialité, c'est intéressant. Il peut y avoir aussi un sujet de comment on peut être tendancieux en questionnant, puis justement déformer le message juste par la manière qu'on va vouloir communiquer. On a parlé aussi de toutes sortes de trucs plus en lien avec ta discipline. Fait que je ne prendrai pas le mot de la fin, mais c'est pour dire, je pense qu'on peut avoir d'autres sujets vraiment intéressants là, avec ce qu'on a exploré aujourd'hui, survolé plutôt. Effectivement. Effectivement. Je pense que ça va nous amener tranquillement vers la fin de l'émission. Tommy, as-tu un autre commentaire pour notre invité Yann? Effectivement, je pense qu'on a touché à quelque chose qui est quand même assez central aujourd'hui. Puis j'oserais peut-être aller dire que peut-être une des problématiques qui est importante là, avec la communication scientifique, c'est que souvent, on a malheureusement une expertise qui travaille en silo et que les ponts avec la communauté sont difficiles à faire parce qu'on ne partage pas le même langage, un langage de jargon spécialisé, de le mettre dans des mots simples sans perdre donc des subtilités. C'est un art, c'est extrêmement important de le faire, mais c'est aussi pas facile de le faire. Et aussi parce que, je ne sais pas si vous l'avez vécu dans votre expérience personnelle, mais à un moment donné, on devient tellement spécialisé dans un domaine que de même s'intéresser à quelque chose de moins spécialisé, ça devient difficile. Donc, on a tendance à nous-mêmes un peu se mettre toujours faire un lien avec le nom du show, là, mais on se met dans une tour d'ivoire, effectivement.
Hein? On peut, en tant que spécialiste, nous-mêmes, Ben oui. Même peut-être que le phénomène de devenir spécialiste, de devenir après ça connu, de mener ce cheminement-là à bout, amène, justement, encourage cette espèce de tour d'ivoire-là, c'est sûr et certain. C'est très compliqué de faire un humain qui est sortable, on pourrait dire. Faut se forcer à en sortir. Puis, tu sais, Oui. Tommy, si on pense à notre propre discipline, parler avec nos autres collègues, puis là, je ne les nommerai pas tous, mais en neuropsy, en développement, en clinique, en psycho du travail, en psychosocial, nommez-le, on a tous nos jargons différents. Oui. Mais en même temps, si on, par exemple, on se force à aller dans différents colloques, journées scientifiques, on parle avec des collègues, ben là, on peut collaborer dans ce jargon-là. Puis je suis certain que c'est la même chose de ton côté, Yann. Là. Parmi toutes les personnes qui travaillent en biologie, il y en a beaucoup, là, il y en a beaucoup des sous-domaines. Mais un des grands arts de l'académie, finalement, c'est d'apprendre à apprendre. On ne sort pas de l'académie avec toutes les réponses, mais on sait comment apprendre et on sait comment chercher le savoir qui nous manque. Donc, c'est comme ça. Moi, je ne suis absolument pas versé dans les sciences du comportement, dans les neurosciences et puis tout, mais je suis sûr que en discutant d'aspects techniques, on arriverait à se comprendre, même avec l'utilisation de jargon, parce que de votre bord, vous serez capable de m'expliquer des choses, et puis de mon bord, je serai capable de vous demander des affaires que je n'ai pas compris. C'est quelque chose qui est vraiment important, et puis je pense que moi, ça va être un de mes mots de la fin, parce que justement, Tommy tout à l'heure utilisait le nom du show. Moi, je vais revenir sur le slogan, le leitmotiv de ton organisme, l'autre Tommy Godet. C'est toi. C'est donc de douteux. Vous avez des questions, nous en avons aussi. Ben, ce qui est important, et puis ça, ce sera mon mot vraiment pour notre public à garder à l'esprit, c'est que quand vous avez des questions, posez les questions. Posez pas des affirmations. Merci beaucoup, Yann Becker. Oui, merci Maxime Paquette, Tommy Collin-Vallée. Voilà, c'était le tour d'ivoire. Merci encore à tout le monde d'avoir participé. Voilà, je pense que je vous souhaite une excellente fin de journée. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Merci Et tout tout le monde. pareil. Pareillement. Hey, À la prochaine.